Salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie vraiment de vous faire cette vidéo, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on va faire le point un petit peu entre la Xbox One et la PS4. Alors, ici, j'entends pas vous apprendre quoi que ce soit, mais juste faire un point sur ces deux consoles, ce qu'elles vont nous proposer, ce qu'on va voir. Donc, j'ai plutôt décomposé la chose en trois parties. Donc on va avoir une première partie, on va revenir un petit peu sur le design de la console, sur les différentes caractéristiques de la console, les plus et les moins en fait, on va aborder un peu les plus et les moins de chaque console. Et puis on va essayer de voir ça le plus objectivement possible. J'espère simplement que ceux qui regarderont cette vidéo ne vont pas prendre ça pour du troll. Ce n'est pas le cas, ce sont juste l'énonciation de certains faits qu'on nous a annoncés et donc qui sont prouvés aujourd'hui. Et donc j'ai envie de dire, on va voir ce que tout cela peut donner. Donc, on va commencer par une première partie qui me semble, je pense, importante, qui est au cœur de pas mal de choses. Ça va être le design. Ça a fait couler beaucoup d'encre, le design de la Xbox One et de la PS4. Alors, on va plutôt s'intéresser au design, je vais dire, dans un premier temps, de la Xbox One. Alors, c'est vrai que cette Xbox One, elle a fait beaucoup parler parce qu'elle ressemble énormément à ce que nous on connaît comme une box multimédia, comme ce qu'on peut avoir chez Free, chez pas Alice, non, c'est Free maintenant, mais chez Bouygues Télécom, chez SFR. C'est quand même assez proche, SFR moins, mais c'est quand même assez proche de ces box-là. Et c'est un petit peu gênant. J'ai envie de dire, l'avantage qu'on peut trouver dans ce design, et je trouve que c'est un gros avantage quand même pour la Xbox One, c'est qu'elle va s'intégrer parfaitement dans un salon ou un environnement qui n'est pas forcément un environnement gamer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très bien pour l'intégration et pour que ça rentre dans les foyers. Parce que effectivement, aujourd'hui, quand on console un peu trop typé gamer, etc., vous savez très bien qu'aujourd'hui on a encore, certaines personnes ont encore dans la tête que les jeux vidéo sont faits pour les enfants. Et donc, c'est pas le fait de montrer ça dans son salon, ça peut être considéré comme si qu'on était un attardé ou autre. Enfin bref. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment un gros avantage au niveau de ce design-là, de parti pris qui a été pris par Microsoft, de s'adapter vraiment à l'environnement extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses de connectées. C'est pas non plus super design. Quand vous regardez votre box multimédia, faut pas déconner, c'est pas design. Et puis différentes autres choses, que ce soit des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD. Il y en a qui sont design, mais en règle générale, on va dire, c'est pas super design. Bon, par contre, on va dire l'inconvénient de ce design un peu épuré, un peu simpliste, certains diront, c'est que c'est justement cette console n'a pas d'identité, quoi. On ne ressent rien quand on regarde cette console. Et dans un achat de console, il faut quand même voir qu'il y a cette donnée qui rentre en ligne de compte, cette donnée un petit peu, je dirais, une cote d'amour, un petit peu entre guillemets, dans le sens où on va ressentir quelque chose quand on va voir cette console et qui va nous donner envie d'acheter. Donc pour moi, le design qui nous a été présenté au niveau de ses inconvénients, c'est un design un peu trop fade, un peu trop justement trop épuré, trop fade, trop épuré, voilà, on ne ressent rien quand on la voit. Je vais vous prendre en exemple la Slim. Moi, personnellement, j'ai une Slim Star Wars que j'adore. Je trouve le design de la Slim magnifique. Quand vous regardez la console, que vous la mettiez droite de côté, elle a vraiment un design. Je vous mettrai une photo de la Slim, mais en version normale. Mais regardez-moi ce design, quoi. C'est vraiment un très beau design, ça a été pensé, ça a été très bien pensé, et je comprends pas pourquoi
Microsoft a refait un petit peu, si on regarde la FAT, même la FAT, Xbox FAT, je trouvais qu'elle avait son petit charme, elle avait son petit truc, on pouvait enlever les façades, enfin bref, ça c'est un petit truc, mais la FAT avait aussi son petit truc, et là la One, je trouve qu'elle a rien, malheureusement, en termes de design, ça reste une brique, et voilà, enfin une box, et voilà, et c'est franchement trop lisse, c'est pas assez marqué, voilà, comme je disais, c'est pas expressif, c'est trop fade pour moi. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient dû, en ayant un petit peu, en gardant toujours dans cet esprit d'intégration, ça faut le garder, cet esprit d'intégration qu'ils ont eu, mais avoir un petit peu de folie, un petit quelque chose, ça aurait été bien, je trouve, dans ce design. Voilà. Euh, on va pas trop s'étaler parce que je suis pas non plus architecte et je suis pas non plus quelqu'un spécialiste en design, mais moi c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens quand je vois la Xbox One. Encore une fois, quand je vois ma Slim, je la vois devant les yeux là, quand je vois ma Slim à Star Wars, j'ai toujours ce petit truc quand je la vois. Je suis content de la voir, elle est belle, elle est jolie. Certes, c'est très typé gamer, mais elle me fait vibrer. Même ma 3.6 japonaise à côté Slim noire, je la trouve magnifique parce qu'elle est très belle, on a le gros bouton power, etc. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Bref, on va passer sur la PS4, maintenant son design. Donc toujours pareil, en avantage, on va dire que ça, c'est quand même pas, je vais dire, on va pas enfoncer une porte ouverte. Voilà, le design, il est quand même plus recherché que sur la Xbox One. On peut pas le nier. C'est pas, voilà, c'est pas du troll, c'est rien. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose. C'est pas non plus phénoménal. Attention. Attention, ne vous me prenez pas sur ce que je vais dire. C'est légèrement pensé, mais d'un point de vue quand même architectural, c'est quand même plus recherché. En plus de ça, cette PS4, elle nous rappelle un petit peu, et ça je pense que c'est pas fait exprès, et c'est fait exprès pardon, elle nous rappelle la PS2. Et ouais, quand vous la mettez sur un socle et que vous la regardez un peu de trois quarts de côté, mettez une PS2 fat à côté ou une PS2 à côté, et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances là-dessus. Après, effectivement, le fait d'avoir fait une forme, on dit comment, trapézoïdale, je crois. Oui, c'est ça qu'on dit, hein, vous voyez, en oblique, ça plaira pas à tout le monde, parce que ça, je suis d'accord avec vous tous. Le fait, quand on la voit de côté, elle est pas top, quoi. Le fait qu'elle soit, on dirait on dirait que vous avez posé un livre sur l'un sur l'autre et que vous avez glissé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas top. Mais de devant, avec ce petit, le haut là, vous avez le haut avec le PS4 sur la droite. Ensuite, vous avez les connectiques avec l'USB, je crois. Enfin, j'ai pas les photos devant les yeux, mais je vous les mettrai dans le montage. Et puis, on retrouve la même barre en bas. Je trouve que c'est bien recherché. Après, il faut voir, est-ce que les connectiques vont être accessibles? Parce que on peut cracher sur le design de la Xbox One, mais l'avantage que ça peut présenter un design comme ils ont choisi Microsoft, c'est d'avoir des connectiques très accessibles. Là, est-ce que le fait du design ne va pas, de la PS4, ne va pas l'embêter au niveau de par exemple, quand on va devoir mettre un câble USB, est-ce que le fait de devoir viser comme ça entre les deux, ça va pas nous gêner pour vraiment bien mettre le câble USB? C'est une question quand même à se poser. Voilà, même si au niveau du design c'est quand même plus recherché que la Xbox One, il faut pas oublier non plus le côté fonctionnel de la chose. Et est-ce que ça va pas, le design ne va pas desservir la fonctionnalité? Ça, on le saura que quand on aura la console devant les yeux. Est-ce qu'on pourra passer une main dans cet interstice entre les deux? Je ne sais pas, on verra. À mon avis, ça me paraît un peu court, mais on verra ça. Mais quoi qu'il en soit, le design, en termes purs et durs, pour moi, il n'est pas lisse. Il représente quelque chose. Et j'ai envie de dire, il donne un petit peu cette cote, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette petite cote d'amour, et qu'on aime ou pas la PS4, enfin le design de la PS4, force est quand même de constater qu'elle suscite quand même une réaction. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de la Xbox One, qui reste en gros un rectangle, quoi. Voilà, tout simplement. Sans vouloir, franchement, encore une fois, sans vouloir faire le troll, quoi. C'est simplement moi ce que je ressens et ce que j'ai pu voir quand ça a été présenté.
En termes de points négatifs pour la PS4, là, par contre, ça va être le contraire de la Xbox One. Eh oui, parce que le design qui a été choisi, c'est un design quand même assez typé gamer. Il faut pas se voiler la face. Alors, l'intégration dans un salon, par exemple, elle va être très 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 moyenne, parce que forcément, on va voir tout de suite que c'est une console de jeu. Alors, bon, je suppose que Sony a voulu montrer que c'était une console de jeu. Mais justement, ça peut être aussi un frein, parce que la plupart des gens, ils veulent que tout, enfin que ils veulent que tout soit intégré et autres. Est-ce que ça ne va pas trop jurer avec les autres accessoires, équipements de la maison? Ouais, ça va dépendre. Vous allez me dire enfin, tu vas me dire si ça va dépendre de chaque intérieur de personne. Ok, mais d'une façon générale, quand même, ça risque quand même de jurer comparé à la Xbox One. Donc voilà, voilà un petit peu moi ce que j'ai ressenti sur ce design de la Xbox One et de la PS4. Et encore une fois, c'est moi ce que je ressens, c'est ça que je vais vous faire partager. Ensuite, j'ai envie de dire, en termes de design pur, voilà, il faut être clair et net, c'est la PS4 qui va s'en sortir parce qu'elle évoque quelque chose. Moi, elle m'évoque quelque chose, elle me donne envie. Voilà, tout simplement. Elle me donne envie d'acheter la console parce que je la trouve jolie, mais ça c'est personnel. Moi je la trouve jolie. Mais je trouve qu'elle évoque quelque chose. Et rien que le fait qu'elle évoque quelque chose, du dégoût ou de l'amour, peu importe, mais elle évoque quelque chose. Et je trouve que la Xbox One n'évoque rien. Et donc, du fait de son design trop fade. Et de ce fait-là, moi, pour ce match, on va dire, du design, je donnerais le point, on va dire, un petit peu à la PS4. Enfin, non, je vais pas essayer de faire de points, mais voilà, oui, je donnerais un léger avantage à la PS4 là-dessus. Voilà, je pense qu'on a assez parlé du design, c'est une chose importante dans une console de jeu, faut pas l'oublier, mais ça va faire quoi, 11-12 minutes qu'on est dessus. Je pense que on a fait un peu le tour de ce que nous intéresse nous gamers, si tant est que je suis un gamer, j'espère quand même, mais voilà, c'était juste un petit tour d'horizon vite fait là-dessus. Maintenant, on va passer un petit peu aux différentes caractéristiques des consoles. Alors c'est pas encore une fois, je vais pas vous parler de teraflop, etc. Non, je suis pas là pour vous faire un résumé, j'ai envie de dire technique de la chose, mais simplement des points très importants qui vont nous intéresser nous quoi, et pas de la branlouillette intellectuelle. Ah, je me suis répété 2 fois, j'ai bugué, pardon. Donc voilà. On va donner encore l'honneur à la Xbox One. On va toujours commencer Xbox One PS4. Donc, première chose, moi chose qu'on a appris suite à l'E3, c'est son prix, donc 499€. À première vue, il y aura qu'un seul pack. Alors ça va comprendre de la console, bien évidemment, une manette, le Kinect 2.0. Et il me semble, alors je ne sais pas, mais il me semble quand même un câble HDMI, mais j'en suis pas sûr. Donc ça, vous me reprendrez dans les commentaires. Faut savoir également que il me semble que le disque sera amovible. Ça, j'ai pas eu l'information, mais si on se base sur ce qu'ils ont fait avec la Xbox, la Slim, pardon, la Slim 360, le disque était amovible, c'est-à-dire que vous pouviez retirer, remettre un disque dur de plus grande capacité. Mais toutefois, attention quand même, parce que c'est un format propriétaire, et là, vous êtes obligé d'acheter plus ou moins ce que Microsoft met à disposition, nous met à notre disposition. Voilà. Au niveau des manettes, j'ai regardé pareil, j'ai pas trouvé les prix, mais je sais que j'ai regardé sur le site de Micromania. Aujourd'hui, une manette de 360, c'est 44,99€. Alors oui, vous allez me dire, oui, enfin tu vas me dire, on peut en trouver une moins chère. Oui, ça je veux bien, il n'y a aucun problème. Mais on va dire, voilà, j'ai pris différents prix là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, c'est comment dire, c'est une base en fait, tout simplement, pour vous expliquer. Après,
je vais venir un peu à différents sujets, hein. Donc après, il y a le live aussi. J'ai appris que normalement le gold, donc qu'on a aujourd'hui, l'abonnement ne devrait pas bouger. Malgré ce qu'on a pu entendre à droite, à gauche, l'abonnement devrait rester à 60 €. Je dis bien devrait parce qu'on n'a pas eu confirmation de la chose par Microsoft, mais devrait rester à ce prix. Et j'ai envie de dire, c'est très bien qu'il reste à ce prix parce que je trouve que c'est un prix juste. Et quand vous cherchez bien, vous pouvez toujours trouver moins cher. Mais c'est un prix juste. Et en plus de ça, Microsoft évolue dans l'offre, puisqu'ils vont nous proposer, au fur et à mesure du temps, 2 jeux. J'espère que ça s'étoffera un peu plus, parce que j'ai envie de dire, les gagnants là-dedans, c'est nous, joueurs, et j'ai envie que demain, ce soit pas 2 jeux, mais comme sur, sur le PSN+, qu'on nous offre 5, 6 jeux. Voilà, et pas des jeux d'il y a 5-6 ans, mais des jeux assez récents, on va dire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi j'applaudis quand même Microsoft d'avoir fait évoluer son offre sur le live, parce que certes, vous avez pu voir les différents jeux qui vont se proposer, ils sont assez vieux aujourd'hui, mais encore une fois, Sony, quand il a lancé son PSN+, pareil, ils ont proposé des jeux qui n'étaient pas de première fraîcheur. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, laissons Microsoft nous proposer cette nouvelle offre, et je trouve que c'est bien pour les joueurs, parce que nous, joueurs, on va avoir accès à plus de contenu, et ça, intégré dans notre prix de base, et ça, c'est très bien. Voilà. Alors là, on va aborder, j'ai envie de dire, une possibilité qui je trouve formidable dans l'Xbox One, c'est la possibilité de faire un live donc via Twitch, directement via sa console Xbox One. Donc ils ont fait je crois un partenariat avec Twitch, hein, et donc vous allez pouvoir lancer un live directement sur votre console. Ce que je trouve honnêtement une super idée, parce que ça va permettre à ceux qui n'ont pas des boîtiers d'acquisition ou autres de pouvoir faire des lives et de pouvoir proposer. Maintenant, est-ce qu'il y aura une restriction due à ces lives? Aux dernières nouvelles que j'ai pu me renseigner, je ne suis pas non plus expert en la matière, et corrigez-moi dans les coms si j'ai faux, mais de ce que j'ai pu me renseigner, le live n'aurait pas de limite, en fait. On pourrait liver comme on veut, et ça c'est franchement très bien. Après, on va passer sur des choses qui vont fâcher un petit peu plus, qui vont nous fâcher un petit peu plus, ça va être la connexion obligatoire. Alors, la connexion obligatoire, ça c'est quand même un gros moins, et j'ai envie de dire, je vais revenir un petit peu après, parce qu'il y a des questions qu'on va pouvoir se poser, et on va voir, je vais développer un petit peu plus loin la connexion obligatoire, parce que la connexion obligatoire, il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, et franchement, j'ai envie de faire les choses bien, donc on le fera autrement. Donc, cette connexion obligatoire, elle va imposer une condition, et qui va être un point négatif, c'est que le jeu offline, il faut, au bout de 24 heures, c'est fini. Voilà. Donc, votre console de jeu ne sera plus une console de jeu. Y a pas un souci, là? Je ne sais pas, mais bref. Encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Un autre point négatif, bien évidemment, que tous les joueurs, va au cœur de pratiquement beaucoup, enfin au cœur de beaucoup de joueurs, c'est quand même l'occasion. Qui n'a pas acheté un jeu d'occasion? Qui n'a pas, une fois dans sa vie, je veux dire, acheté un jeu d'occasion? Tout le monde, enfin, je pense, tous les gamers ont acheté une fois dans leur vie un jeu d'occasion. Là aujourd'hui, on nous met un système donc qui nous permet pas de faire de vente de particulier à particulier. Certes, Microsoft nous dit qu'on pourra toujours revendre, échanger nos jeux, mais uniquement chez certaines enseignes. Donc apparemment, il me semble que Micromania aurait été contacté et approché pour faire cette mise à zéro. Enfin, je crois que c'est une mise à zéro. Enfin, quand vous enregistrez votre jeu au départ via la connexion obligatoire, je crois qu'il vous enlève de la base, et comme ça vous pouvez revendre le jeu. Donc, mais ce que ça impose, de ce système anti-occasion, c'est que la vente à particulier, malheureusement, j'ai envie de dire, on oublie. Et j'ai envie de dire, quand on connaît Micromania,
On sait déjà que les prix ils sont pas donnés, que ça soit en occasion ou en neuf. Alors si en plus demain on va nous mettre une taxe, plus le jeu d'occasion, ça va. Moi, ce que j'ai peur dans tout ça, enfin ce que j'ai peur entre guillemets, c'est que ça tire les prix vers le haut et que ça devienne un petit peu l'apanage de certaines personnes qui ont les moyens. Moi, je suis désolé, le jeu vidéo fait partie de la culture et la culture doit être possible, doit être possible à tout le monde. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Alors là, j'en vois quelques-uns qui disent ouais, mais Cal, attends. Il y a quand même des possibilités de donner ton jeu. Oui, certes, mais encore une fois, ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi Microsoft a pris la décision, parce que ça, faut savoir que vous pouvez le faire, donc peut-être en vente de particulier à particulier, ça pourra se faire, c'est-à-dire que vous pourrez donc céder votre jeu à un ami, une fois, hein, vous pourrez le faire juste une fois, ça, mais vous pourrez céder votre jeu à un ami ou à une connaissance, mais seulement s'il fait partie de votre liste d'amis depuis 30 jours. Donc imaginez-vous, si vous revendez un jeu d'occasion, le mec il vous l'achète, ok, et le mec il doit attendre 30 jours avant qu'il puisse jouer. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi encore qu'ils mettent cette policy une fois. Je veux bien. Encore ça, je veux bien l'accepter de Microsoft. Ok, je veux bien l'accepter, ils ont pris cette décision-là, ok. Mais pourquoi mettre cette limite de 30 jours? Franchement, c'est totalement, je trouve, totalement un peu n'importe quoi pour moi. Bon, il y a autre chose qui me dérange moi, parce que moi, vous le savez tous, je suis un joueur qui fait de l'import, et la console sera zonée. Alors, alors, certes, ça va pas. Enfin, c'est la console ou les jeux, j'en sais rien. À première vue, je pense que ça sera comme peut-être sur la 3.6, ce sera peut-être les jeux, et je l'espère, parce que ça voudrait dire que les éditeurs pourraient faire des jeux region free, et donc qu'on puisse en profiter tout le monde. Mais on va prendre la pire des hypothèses, c'est qu'ils zonent carrément la console. Parce que ça, c'est la pire des hypothèses, c'est zoner la console. Et donc de ne plus pouvoir faire des jeux en region free. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un gros désavantage pour la Xbox One, parce que moi, ça va m'imposer, si j'ai encore envie de jouer à des jeux japonais, d'avoir 2 Xbox One, on est bien d'accord, donc d'être 2 fois plus ultra connecté, d'avoir 2 Kinect à chaque fois, enfin ça commence à faire un peu lourd, quoi, je trouve. Sans compter, alors certains vont dire, ouais mais Cal, attends, t'as déjà une Xbox, t'as déjà une 3.6 Jap, t'as déjà une 3.6 PAL, pourquoi toi ça te dérangerait? Bah, je dis simplement, c'est que oui, certes, si je jouais vraiment à des jeux Jap, je me reprendrais une One japonaise, mais le truc, c'est que moi, j'ai aussi envie de faire un peu des économies de temps en temps, quoi. Et je suis pas le seul, hein. Je pense que tous les joueurs qui font de l'apport vont quand même penser à ça, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même pour moi un gros défaut aussi de la Xbox One. Alors, par contre, dans ces différentes choses, attendez, je bois un coup parce que j'ai soif. Hein. Dans toutes ces choses négatives, on peut dire, il y a aussi une chose positive qu'il faut voir. C'est que le fait de pouvoir, par exemple, tu vas aller chez un pote et tu vas dire, bah tiens, Marcel, je sais pas qui, bref, ton pote, et tu vas dire, tiens, je vais te faire essayer un jeu. Et donc vous allez prendre votre compte, pouvoir vous connecter chez lui s'il a une Xbox One, et donc tu vas pouvoir jouer directement à toute ta ludothèque. Oh, ça c'est franchement bien, quoi. Honnêtement, pouvoir faire essayer à un pote tous ces jeux, ça c'est génial, je trouve. Franchement, ça c'est bien. Après, effectivement, le bémol, c'est si le pote il veut jouer avec toi, il peut pas, parce que une fois que tu t'es déconnecté de sa console et de ton compte, c'est clac, c'est mort, c'est enterré. Donc voilà, voilà, je pense qu'on a fait un gros tour, j'ai envie de dire, sur la Xbox One. Alors j'ai envie de dire, les questions
parce que c'est les questions qui me sont venues à l'esprit, parce que j'ai un peu préparé le truc, les questions qui me sont venues à l'esprit quand j'ai fait ça, c'est est-ce que la connexion obligatoire est-elle si gênante que ça? J'y répondrai après le développement que je vais avoir sur la PS4. Le Kinect, véritable plus-value ou espion caché? Parce que oui, ça c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Et on finira, enfin, je finirai par finalement choisir quoi, PS4 ou Xbox One. On verra, on expliquera les choix. Donc, les deux autres questions, connexion obligatoire est-elle si gênante que ça, et le Kinect, véritable plus-value ou espion caché, je vais revenir après la PS4. Donc, la PS4 maintenant. On va faire pareil que la Xbox One. Le prix, c'est 399€, donc 100€ moins cher que la Xbox One. On ne sait pas pour le moment s'il y aura plusieurs packs, parce que sur le pack de base, il faut savoir qu'il y aura une manette, un casque, un câble HDMI et un câble USB. Bien évidemment, un cordon d'alimentation, etc., etc. Voilà. On ne sait pas si derrière il y aura plusieurs packs pour, par exemple, une deuxième manette et la caméra. Parce que la caméra, qui ressemble très fortement au passage au Kinect 2.0, elle sera vendue 49€ à part. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Cal, attends, un Kinect aujourd'hui, enfin à l'époque c'était quoi, 99, 120€, et là ils nous mettent une cam à 49€. Est-ce que ça va être la même qualité? J'ai envie de dire, là on sait pas. Encore une fois, sur le papier, on peut tenter de dire oui, parce qu'il me semble que les deux font du Full HD, donc ça c'est bien. Après on le verra vraiment. Autre chose que j'ai oublié de préciser, sur la Xbox One, c'est que le Kinect était obligatoire d'être branché. Ça aussi, c'est un gros point négatif. Ce qui ne l'est pas sur la PS4, puisque vous pouvez, la cam ne sera pas obligatoire. Donc ça, c'est aussi un point positif pour la PS4. C'est pas négligeable honnêtement. Hein. Voilà. Le disque dur, il sera amovible de ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, est-ce que Sony va garder le même système que la PS3, à savoir un disque dur de 2,5, et que vous changez le disque dur, j'en sais rien. Donc ça je sais pas, ou s'ils vont prendre un SSD, enfin ça m'étonnerait un SSD quand même, je sais pas, mais la question mérite d'être posée et d'y répondre, parce que ça vous permet d'augmenter quand même la capacité mémoire de la console, et c'est pas rien. Après au niveau des accessoires, on a su qu'une manette coûterait 59€ et une caméra 49€, de mémoire je crois que c'est les mêmes tarifs aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, là il y a rien de nouveau sous le soleil quoi. Alors par contre là, gros point négatif, point négatif, pas gros point, mais point négatif quand même pour la PS4 qu'on a appris, qui nous ont collé ça en douceur après les grosses annonces les grosses annonces qu'ils ont fait, c'est que le PSN Plus sera obligatoire pour jouer en live. Alors il y a différentes choses qu'on peut dire là-dessus. On va commencer par les avantages. L'avantage, c'est que vous aurez accès, si vous avez un abonnement PSN+, et que, si par exemple vous avez une Vita, une PS3, une PS4, vous aurez accès au PSN+, sur ces 3 consoles. Donc c'est quand même pas rien, il faut quand même pas le négliger. Et j'ai envie de dire, ça donne plus de contenu aux joueurs, et ça c'est bien, parce que ça va dans le sens joueur, et c'est ça que j'aime bien. Maintenant, au niveau du prix, quand ils annoncent moins de 5$ par mois, faut savoir qu'aujourd'hui, un abonnement PSN+, c'est exactement la même chose. Et je pense que Sony va reprendre les mêmes les mêmes formules, à savoir 4,99€ par mois, mais non pas sur 10 mois, sur 12 mois, mais sur 10 mois. Ce qui vous fera 49,90€ à l'année. Après, aujourd'hui, on connaît le PSN, on connaît la qualité du PSN, qu'il est ce qu'elle est. Bon, c'est gratuit, on va me dire, mais voilà, il est ce qu'elle est. J'espère que quand on paiera le PSN+, le live sera de meilleure qualité. Notamment moi qui joue sur du Street Fighter, par exemple, j'ai pu me remarquer quand même. Et ça, c'est pas du troll ou quoi que ce soit envers Sony, mais c'est
c'est des faits avérés, c'est que quand vous jouez sur un Street Fighter sur Xbox 360 et sur PS3, pas l'impression, mais l'expérience de jeu n'est pas du tout le même, parce que sur Xbox, moi j'ai jamais eu aucun souci pour rejoindre une session, faire des combats et tout, j'ai pas eu de lag ni rien, ce qui n'est pas le cas sur la PS3 où j'ai souvent des lags, des difficultés à me connecter. Donc je dis ok, je veux bien payer le PSN Plus aujourd'hui, enfin demain qui sera obligatoire, un peu comme a fait Microsoft avec son Xbox Live, mais mon coco de Sony, t'as intérêt à ce que tes serveurs ils tiennent le pavé, quoi. Là, je pense on peut répondre un petit peu oui parce que ils ont racheté Gakkai. Et donc, je pense que là, enfin, je pense que tout ça est lié, en fait. Je pense que ça va proposer quand même quelque chose de qualité. Gakkai, c'est pas non plus de la merde, hein. Faut pas déconner. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, les deux grosses annonces qui sont ressorties, je dirais même les trois pour moi, mais les deux grosses qui sont ressorties de cette E3, c'est quand ils ont annoncé, parce qu'il faut bien avouer que la conf était au départ un peu ennuyeuse de chez Sony, quand ils ont annoncé pas de co obligatoire, donc ça c'est très bien, pas de connexion obligatoire, ça c'est très bien, parce que ça veut dire que vous pourrez jouer en offline sans problème. Et ça, c'est un gros avantage. Enfin, c'est pas un avantage, mais c'est une chose qui... Non, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas un avantage, mais ils ont laissé les choses telles quelles. Moi, ce qui m'a un peu halluciné, c'est que les gens se sont levés, ils ont applaudi comme si Sony avait fait un truc extraordinaire. Sony n'a rien fait d'extraordinaire, ils ont juste gardé les bases d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas extraordinaire de faire un truc comme ça. Bref, donc déjà, ce que j'ai dit là, c'est aussi valable pour ce que je vais annoncer après, hein. Donc pas de connexion obligatoire, donc ça c'est bien parce que ça nous oblige pas à faire quelque chose. Encore une fois, je vais revenir un petit peu dans la connexion obligatoire, mais quand on oblige des gens à faire certaines choses, cela est dérangeant parce que pour moi ça cache quelque chose. Quand on n'oblige pas de faire des choses, de faire des choses à des gens, c'est que on nous laisse notre libre arbitre. Aujourd'hui, vous avez votre libre arbitre sur le PSN et sur le Xbox Live d'être connecté ou non et de pouvoir jouer sans problème. Demain, on n'aura plus le choix sur la Xbox One, ce sera obligatoire connecté et enfin au moins une fois tous les 24 heures. Et sur le PSN, on pourra jamais se connecter et pouvoir quand même jouer. Donc ça, c'est quand même un avantage pour Sony. Après, gros tollé qui est remonté, c'est quand même pas de système anti-occasion envers la console. Mais attention toutefois, j'ai envie de dire, il faut quand même moduler un peu ça. Pourquoi ? Parce que Sony a dit, certes, pas de système occasion, on pourra toujours jouer avec des jeux d'occasion, ce que au passage est possible aussi avec une Xbox One, hein, bien sûr en payant, mais on pourra toujours jouer à des jeux d'occasion. Mais ce qui est là, la petite subtilité, c'est qu'ils ont dit qu'ils laissaient le choix aux éditeurs, voilà, de faire payer ou pas. Et là, ça peut être un souci. Parce qu'effectivement, si tous les éditeurs se mettent demain à faire un système anti-occasion, que la console en soit équipée ou pas, on l'aura dans l'os dans tous les cas. Donc là, c'est quand même un peu à moduler, la frénésie de certains là-dessus. Donc voilà. Donc, mais c'est que ça reste quand même une très bonne nouvelle. Enfin, ça reste pas une très bonne nouvelle. Enfin, ça reste une bonne nouvelle qu'ils ont pas fait de système anti-occasion. C'est surtout ça. Moi, ce qui m'hallucine un petit peu aujourd'hui aussi, c'est de voir qu'on ne choisit pas aujourd'hui la meilleure console, mais qu'on choisit la console qui va nous proposer le moins de contraintes. Et ça, c'est dommage, parce que nous sommes des joueurs, quand je dis nous, c'est tous ensemble, nous sommes des joueurs, et on est là pour jouer, on n'est pas là pour se demander si ou là. Bref. Autre point qui me tient énormément à cœur, c'est qu'il n'y aura pas de zonage. On commence à avoir l'habitude, hein, je crois que depuis la PSP n'avait pas de zonage, il me semble. Oui. Depuis la PSP, il y a pas de zonage sur les consoles Sony. Donc ça c'est bien, franchement ça c'est un gros point positif pour moi qui fais de l'import. Encore une fois, je suis très content qu'il n'y ait pas de zonage sur les consoles Sony. Après, est-ce que les éditeurs ne vont pas zoner les jeux ?
Ça va être une grosse question. Quand même, parce que le seul jeu à l'heure d'aujourd'hui qui me semble qui est zoné, c'est Persona 4 Arena, sur PS3 je parle, et donc on a dû attendre, je crois, plus d'1 an en Europe pour avoir le jeu sortir chez nous. C'est quand même dommage d'avoir mis en place ce tel système. Donc il y a aussi à voir, c'est que de la vente de particulier à particulier sera toujours possible, du fait qu'il n'y ait pas de système anti-occasion, ben, voilà. Et puis un autre avantage également, je ne sais, par contre je ne le sais pas pour le Xbox One, donc je ne l'ai pas mis, c'est que la PS4 a été conçue conjointement avec des développeurs. Et ça, c'est un gros avantage comparé même pas à la Xbox One, mais comparé par exemple à la PS3. Savez-vous que la PS3 au départ, ils ont Sony, hein, attention, hein, Sony avait la grosse tête à l'époque. Sony a envoyé des kits de développement PS3 en japonais. Et les mecs, donc les développeurs devaient apprendre d'abord le japonais pour ensuite développer. What the fuck, quoi. Je veux dire, les mecs, ils se prenaient trop pour les centres du monde, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est très bien que la PS4 ait été comment j'allais dire conçue conjointement avec des développeurs. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la programmation est plus facile et ça a été prouvé et argumenté, hein. Plusieurs développeurs ont dit que c'était beaucoup plus facile de développer sur PS4 que sur PS3, et donc ce qui veut dire que on n'aura plus ce système d'inférieure version ou etc. Et là on pourra vraiment voir quelle console s'en sort le mieux là-dessus. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà un petit peu pour moi les points positifs et négatifs de chaque console, ce qui m'a marqué moi personnellement. Et puis bah ça, ce sont des choses qui se sont avérées, hein, je me suis renseigné là-dessus. Donc ce que je vous dis, c'est pas du bullshit, c'est vraiment ce qu'il en est ressorti de toutes ces conventions. Alors j'ai pas la prétention d'avoir tout listé, hein, parce que la vidéo elle aurait duré beaucoup plus longtemps, mais au moins moi c'est des choses qui m'ont marqué. Voilà. Donc je vais passer un petit peu aux questions qui me taraudent un peu. C'est la connexion obligatoire est-elle si gênante que ça? Alors, j'ai envie de dire, la connexion obligatoire, le souci, c'est pas d'être connecté. Parce que effectivement, aujourd'hui, on est déjà tous connectés à nos pages Facebook, nos Twitter, et même sans parler de ça, quand vous ouvrez votre PS3 ou votre Xbox, la première chose que la console fait, c'est de se connecter directement en live. Donc là, c'est pas vraiment là le souci qui me dérange, moi. Le souci qui me dérange, c'est le fait de ne pas pouvoir jouer offline, donc si on ne connecte jamais sa console. Et ça, c'est quand même, pour moi, un gros point négatif. Parce que, je suis désolé, si demain j'ai pas envie d'être connecté, de ne pas avoir internet chez moi, c'est mon droit, mais quand j'achète un jeu, c'est mon droit de pouvoir y jouer. Voilà. Et là, on nous empêche donc, si on n'a pas internet, de ne pas y jouer. Je vous rappellerai juste à titre d'information, j'ai pris ces sources-là sur franceinfo.fr, donc c'est pas n'importe quoi. C'est que les infrastructures en France, elles sont pas celles des États-Unis, hein. Donc ça vous le savez tous. Mais savez-vous combien de millions de personnes en France sont connectées à Internet? Je pense que vous êtes étonnés. Il y a que 38 millions de personnes connectées à Internet. Parce que dans tout ça, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas, et il y a des gens qui, qu'est-ce que j'ai dit, ouais, qui ne veulent, qui ne peuvent pas, et ouais, qui ne veulent, oui, c'est tout, voilà. Voilà, il y a ces deux grands types de personnes voilà. Donc, on est 38 millions d'internautes en France, ça représente 2% des internautes mondiaux quand même. Et il faut savoir qu'en France, on est quand même une population de 61-62 millions de personnes, si c'est pas un peu plus. Et franchement, je trouve ça un peu osé de nous balancer une co-obligatoire, parce que beaucoup de gens achètent des consoles, généralement quand on prend le cas de parents, par exemple, pour acheter des consoles pour les enfants, ils ne veulent pas que la console soit connectée.
Voilà. Donc là, ça va poser un gros souci quand même à Microsoft là-dessus. Euh, Ce que je voulais dire, c'est qu'également, après c'est un ressenti moi que j'ai, c'est que cette connexion obligatoire, d'autres vont me dire ouais mais Cal t'as rien compris. Alors bon, je vais leur dire pourquoi. T'as rien compris, ils ont fait ça pour lutter contre le piratage. Soit, ok, je veux bien. Mais moi en même temps, j'ai l'impression d'être pris pour un voleur. Le fait qu'on se fâche, qu'on se fasse contrôler tous les 24 heures, j'ai envie de dire, on est pris pour un voleur. Encore, j'ai envie de dire, je veux bien qu'on se connecte une fois pour prouver qu'on a acheté le jeu, que c'est identifié, etc. Une fois, je veux bien. Mais tous les 24 heures, c'est trop, c'est trop contraignant, tout simplement. Et puis, j'ai franchement cette impression que aussi qu'on n'est plus maître de sa console, qu'on a payé quand même, et de son jeu qu'on a payé plein pot. Donc les jeux n'en montrant pas d'ailleurs, hein, sont à 70 €. Enfin, c'est déjà pas mal, il y en a qui se réjouissent, moi je me réjouis pas. Je trouve ça toujours trop cher, même si certains jeux sont trouvables aujourd'hui pour 50, 55 €, enfin 55 € plutôt. Voilà quoi, demain ça sera 70 € le prix des nouveautés, faut pas se leurrer. Donc, c'est vraiment ce sentiment-là aussi qui me taraude, moi, le fait d'être contrôlé par Microsoft et le fait d'être pris pour un voleur. Ça, c'est aussi il y a une donnée à prendre en compte, qui, moi, dans la connexion obligatoire, me dérange. Et je pense que des personnes qui vont me dire, ouais, mais Cal, pour le piratage, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Déjà, moi, je suis pas ingénieur chez Microsoft ou Sony, mais j'ai envie de dire... je pense qu'il y avait d'autres moyens pour Microsoft de lutter contre le piratage. Voilà, tout simplement. Peut-être, je sais pas, avec une fois et une unique fois de se connecter, on aurait une idée unique sur le jeu. Enfin, j'en sais rien. Il y a des milliers de choses à faire et je suis pas ingénieur. Voilà. Mais tout cela, je trouve que c'est négatif. Pourquoi c'est des points négatifs, la connexion obligatoire? Parce que ça ne va pas pour le joueur, ça va pour les entreprises, pour les développeurs, pour Sony, pour Microsoft, pour EA, enfin Electronic Arts, pour tous ces grandes entreprises-là. J'ai l'impression que la Xbox One est faite pour ces gens-là et pas pour nous joueurs. C'est quand même un peu hallucinant, moi je trouve, que on en arrive à une telle extrémité comme ça. Donc voilà les amis. Ouais, je vous ai dit ça. Donc moi j'espère juste une seule chose, c'est que Microsoft va revenir sur ses décisions. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans le bon sens tout simplement. Ça, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas dans le sens du joueur. Et ça, moi j'espère juste que Microsoft va revenir sur ses décisions. Voilà. Donc, je vais aborder la deuxième question, attendez, que je m'étais dit. Donc, le Kinect, est-ce que c'est une véritable plus-value ou un espion caché? Voilà, parce que le Kinect, la grosse... Alors, j'ai envie de dire, avant de parler du Kinect 2.0, regardons le Kinect d'aujourd'hui. Le Kinect d'aujourd'hui, c'est pour moi une vraie avancée, quoi. C'est franchement une vraie avancée, quoi qu'on en dise. Jouer à des jeux comme Child of Eden, par exemple, et puis jouez-y au Move avec la PS3, et puis vous verrez la grosse différence d'immersion. Un jeu comme Child of Eden, pour moi, rien que ce jeu mérite l'achat du Kinect, parce que ce jeu vous met totalement dans l'ambiance. Donc pour moi, Microsoft a créé quelque chose pour moi d'exceptionnel avec le Kinect. Attention, il est permissif ce système, il n'est pas encore très au point. Et je pense qu'il le sera beaucoup plus avec le Kinect 2.0. Ça c'est une évidence. Mais j'ai envie de dire, force est de reconnaître que Microsoft a fait fort sur ce Kinect. Voilà, c'est franchement quelque chose qui est forte, je trouve, quoi. Donc, on va passer un petit peu maintenant au deuxième. Alors, outre le fait que ça sera amélioré et que il pourra détecter beaucoup de choses, ce nouveau Kinect,
on est en droit quand même de se poser la question, est-ce que c'est pas un espion caché? Bah oui, parce que aujourd'hui, Microsoft, attention, il faut bien faire attention au vocabulaire utilisé, parce que les entreprises savent très bien utiliser un très bon vocabulaire. C'est qu'on nous dit, aujourd'hui, Microsoft nous dit, oui, mais vous inquiétez pas, votre Kinect sera désactivable. Désactivable. Alors, moi, je pose la question, pourquoi a-t-on besoin de le laisser connecter à la console? S'il est désactivable, franchement, il n'y a aucune raison à ce qu'il reste connecté en permanence à la console. Moi, j'ai Kinect, par exemple. Moi, mon Kinect est rarement connecté, certes, mais quand je le connecte, c'est parce que je le veux. Encore une fois, Microsoft veut imposer des choix à des joueurs au lieu de laisser la liberté de choisir. Aujourd'hui, on n'a pas la liberté de choisir. Enfin, demain, on n'aura pas la liberté de choisir avec ce Kinect 2.0. C'est quand même un gros point négatif. Donc, ce qui veut dire qu'à distance, quand même, ça pourrait être activé, voilà. Savoir un petit peu, j'ai un peu envie de dire, c'est pas la théorie Big Brother, mais enfin on n'est pas loin quand même. Mais quand même, ça pourrait être activé à distance, savoir un petit peu, connaître un petit peu vos façons de consommer, etc. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Microsoft est une entreprise américaine qui n'est pas régie sous les mêmes lois que nous en France, et donc pourront revendre, parce que en fait, le fait d'avoir ce Kinect, ça va leur permettre d'avoir des données, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données? Voilà. Et ça, c'est quand même une question à se poser également. Bah, ils vont les revendre, c'est logique. Ils vont pas les garder pour faire beau. Mais moi, j'ai pas envie que mes données elles se baladent chez X ou Y, et que moi, c'est aussi ma liberté de dire non, j'ai pas envie d'être fiché. Et ça, c'est quand même un gros point, encore une fois, négatif pour la Xbox One, parce que j'ai envie de dire, quand on nous dit qu'il sera désactivable, oui, certes, ok, désactivable, mais c'est pas pour moi totalement éteint. Donc, à partir du moment où c'est pas éteint, qu'on ne peut pas l'enlever de la console, c'est qu'il y a quand même quelque chose. J'ai envie de dire, je reste méfiant. Il y a quelque chose qui se cache là-dessous. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il doit rester connecté à la console. Ça, on a beau dire ce qu'on veut, je trouve que ce n'est pas normal. Qui doit rester connecté à la console. Bref, ce que je voulais vous dire également, c'est que si demain, moi, j'ai envie que mes données, j'ai envie de partager mes données avec d'autres sociétés, bah, j'ai pas envie qu'on rémunère Microsoft, mais moi j'ai envie qu'on me rémunère moi. Eh ben oui les amis, ce sont vos données à vous tout simplement. Donc pourquoi vous allez les donner à une société qui fait des milliards de bénéfices? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Donc demain, si on veut mes données, si on le veut vraiment, il faut payer. Voilà. Donc ça c'est une chose aussi qui m'hallucine. Donc je répondrai à cette question. C'est un peu les deux, le Kinect 2.0, parce que on ne sait pas vraiment si on pourra vraiment l'éteindre, et encore une fois, le fait qu'il soit connecté est un problème, parce qu'il peut capter tous les sons ambiants, donc il peut capter votre voix, votre rythme cardiaque, il a une caméra, donc ça peut se déclencher à distance, et même, prenez un cas, par exemple, bon, ça s'est pas encore fait, ou ça s'est pas connu, mais prenez un cas où ils piratent le Xbox Live, les serveurs du Xbox Live, et qu'ils ont accès à votre Kinect, et qu'ils regardent chez vous, mais attendez, regardez tout ce qu'il peut y avoir comme répercussion là-dessus, ça peut être quand même énorme. Attendez. Donc ça c'est quand même gênant qu'elle soit pas désactivable. De toute façon, moi c'est clair et net que l'Xbox One je l'aurai, mais elle ne sera pas branchée en permanence comme peut l'être mon Xbox actuelle. Voilà. Pourquoi? Parce que ce Kinect me fait peur, tout simplement. Et vraiment, là, j'ai vraiment peur pour ma vie privée, tout simplement. Je n'ai pas envie que Microsoft ou ses amis sachent ce que je fais le samedi soir, si je joue en string, si je joue à OLP ou si je me branlouille devant une vidéo de Clara Morgan. Non, mais voilà, quoi. Non, je déconne, bien évidemment, j'exagère les choses. Mais voyez, c'est ça qui est gênant. Donc, j'ai envie de dire, ça serait une vraie plus-value parce que, comme je vous l'ai dit, le Kinect pour moi est une réussite. C'est incontestable, le Kinect 1.0 et 2.0 seront des réussites en termes de détection, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il pose beaucoup de questions, ce Kinect. Et
le fait de poser beaucoup de questions, c'est quand même pas une bonne chose. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un petit peu la réponse à cette question, elle est vraiment entre les deux. Comparé, j'ai vu que j'ai pas fait comparé à la connexion obligatoire, où là c'était vraiment gênant d'avoir une connexion obligatoire pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Mais là, le curseur est entre les deux parce que il y aura une vraie plus-value et il y aura en même temps toujours une suspicion de la part des possesseurs de la Xbox One d'être contrôlés en permanence par Microsoft. Alors, outre le fait d'être contrôlé via la connexion obligatoire, en plus de ça, on pourra se faire contrôler visuellement, vocalement et même avec son rythme cardiaque. Donc bon, ça fait un peu beaucoup les copains. Donc voilà, la troisième question c'était finalement, pour si je choisis quoi, PS4 ou Xbox One, on reviendra dans la troisième partie. Là j'en ai fini avec la première partie, elle était un peu longue. Oui, je vous l'accorde, mais il y avait beaucoup de choses à dire, et beaucoup de choses à dire que moi j'avais avec mon cœur là-dessus. Là, je vais couper cette partie. Je sais pas si je vais tout vous mettre parce que ça risque de faire beaucoup. Et puis je ferai peut-être 3 vidéos, mais juste sur la PS4 et sur la Xbox One, ou Xbox One et PS4. Qu'on me dise pas que je suis un fanboy parce que je mets la PS4 au départ ou la Xbox One en départ. Donc la deuxième partie sera concernée, là on va plus revenir sur les jeux. On va regarder un petit peu les différents jeux qui nous ont été proposés lors de cette E3, et la troisième partie sera la conclusion. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé, elle a été un peu longue, mais voilà, j'avais besoin de parler de certaines choses et de partager tout simplement avec vous mon ressenti que j'ai pu avoir envers ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça permettra de faire connaître ma vidéo et de me faire connaître un petit peu. Et puis, qu'on sache un petit peu... Enfin, que je sache un petit peu aussi ce que vous en pensez, qu'on puisse un petit peu en débattre dans les commentaires, les copains. Voilà, ça serait intéressant d'avoir ça. Mais s'il vous plaît, pas de troll, ça sert à rien. Pas de pro machin, ça sert à rien. Soyez pro joueurs, je vous le répète, soyez pro joueurs. Ne soyez pas pro Sony, pro Microsoft. Ces sociétés-là n'en ont rien à foutre de vous. L'important, c'est ce que nous joueurs on va avoir. Voilà, et je finirai là-dessus. L'important, ce sont nous, les joueurs, et pas le fait qu'on soit Nintendo, Sony ou Microsoft. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus, les copains. Salut les amis, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie vraiment de vous faire cette vidéo, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on va faire le point un petit peu entre la Xbox One et la PS4. Alors, ici, j'entends pas vous apprendre quoi que ce soit, mais juste faire un point sur ces deux consoles, ce qu'elles vont nous proposer, ce qu'on va voir. Donc, j'ai plutôt décomposé la chose en 3 parties. Donc on va avoir une première partie, on va revenir un petit peu sur le design de la console, sur les différentes caractéristiques de la console, les plus et les moins en fait, on va aborder un peu les plus et les moins de chaque console. Et puis on va essayer de voir ça le plus objectivement possible. J'espère simplement que ceux qui regarderont cette vidéo ne vont pas prendre ça pour du troll. Ce n'est pas le cas, ce sont juste l'énonciation de certains faits qu'on nous a annoncés et donc qui sont prouvés aujourd'hui. Et donc j'ai envie de dire, on va voir ce que tout cela peut donner. Donc, on va commencer par une première partie qui me semble, je pense, importante, qui est au cœur de pas mal de choses. Ça va être le design. Ça a fait couler beaucoup d'encre, le design de la Xbox One et de la PS4. Alors, on va plutôt s'intéresser au design, je vais dire, dans un premier temps, de la Xbox One. Alors,
C'est vrai que cette Xbox One elle a fait beaucoup parler parce qu'elle ressemble énormément à ce que nous on connaît comme une box multimédia, comme ce qu'on peut avoir chez Free, chez pas Alice, non, c'est Free maintenant, mais chez Bouygues Télécom, chez SFR. C'est quand même assez proche, SFR moins, mais c'est quand même assez proche de ces box-là. Et c'est un petit peu gênant. J'ai envie de dire, l'avantage qu'on peut trouver dans ce design, et je trouve que c'est un gros avantage quand même pour la Xbox One, c'est qu'elle va s'intégrer parfaitement dans un salon ou un environnement qui n'est pas forcément un environnement gamer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très bien pour l'intégration et pour que ça rentre dans les foyers. Parce que effectivement, aujourd'hui, quand on console un peu trop typé gamer, etc., vous savez très bien qu'aujourd'hui on a encore, enfin certaines personnes ont encore dans la tête que les jeux vidéo sont faits pour les enfants. Et donc, c'est pas le fait de montrer ça dans son salon, ça peut être considéré comme si qu'on était un attardé ou autre. Enfin bref. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment un gros avantage au niveau de ce design-là, de parti pris qui a été pris par Microsoft, de s'adapter vraiment à l'environnement extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses de connectées. C'est pas non plus super design, hein. Quand vous regardez votre box multimédia, faut pas déconner, c'est pas design. Et puis différentes autres choses, que ce soit des lecteurs Blu-ray, des lecteurs DVD. Il y en a qui sont design, mais en règle générale, on va dire, c'est pas super design. Bon, par contre, on va dire l'inconvénient de ce design un peu épuré, un peu simpliste, certains diront, c'est que c'est justement cette console n'a pas d'identité, quoi. On ne ressent rien quand on regarde cette console. Et dans un achat de console, il faut quand même voir qu'il y a cette donnée qui rentre en ligne de compte, cette donnée de, un petit peu, je dirais, une cote d'amour, un petit peu entre guillemets, dans le sens où on va ressentir quelque chose quand on va voir cette console et qui va nous donner envie d'acheter. Donc pour moi, le design qui nous a été présenté au niveau de ses inconvénients, c'est un design un peu trop fade, un peu trop justement trop épuré, trop fade, enfin trop épuré, voilà, on ne ressent rien quand on la voit. Je vais vous prendre en exemple la Slim. Moi personnellement j'ai une Slim Star Wars que j'adore, je trouve le design de la Slim magnifique. Quand vous regardez la console, que vous la mettiez droite de côté, enfin bref, elle a vraiment un design. Je vous mettrai une photo de la Slim mais en version normale, mais regardez-moi ce design, quoi. C'est vraiment un très beau design, ça a été pensé, ça a été très bien pensé, et je comprends pas pourquoi Microsoft a refait un petit peu, si on regarde la FAT, même la FAT, Xbox FAT, je trouvais qu'elle avait son petit charme, elle avait son petit truc, on pouvait enlever les façades, enfin bref, ça c'est un petit truc, mais la FAT avait aussi son petit truc, et là la One, je trouve qu'elle a rien, malheureusement, en termes de design, ça reste une brique, et voilà, enfin une box, et voilà, et c'est franchement trop lisse, c'est pas assez marqué, voilà, comme je disais, c'est pas expressif, c'est trop fade pour moi. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'ils auraient dû, en ayant un petit peu, en gardant toujours dans cet esprit d'intégration, ça faut le garder, cet esprit d'intégration qu'ils ont eu, mais avoir un petit peu de folie, un petit quelque chose, ça aurait été bien, je trouve, dans ce design. Voilà. On va pas trop s'étaler parce que je suis pas non plus architecte et je suis pas non plus quelqu'un spécialiste en design, mais moi c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens quand je vois la Xbox One. Encore une fois, quand je vois ma Slim, je la vois devant les yeux là, quand je vois ma Slim Star Wars, j'ai toujours ce petit truc quand je la vois. Je suis content de la voir, elle est belle, elle est jolie. Certes, c'est très typé gamer, mais elle me fait vibrer. Même ma 3.6 japonaise à côté Slim noire, je la trouve magnifique parce qu'elle est très belle, on a le gros bouton power, etc. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Bref, on va passer sur la PS4, maintenant son design. Donc toujours pareil, en avantage, on va dire que ça, c'est quand même pas
je vais dire, on va pas enfoncer une porte ouverte. Voilà, le design, il est quand même plus recherché que sur la Xbox One. On peut pas le nier. C'est pas, voilà, c'est pas du troll, c'est rien. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose. C'est pas non plus phénoménal. Attention. Attention, ne vous me prenez pas sur ce que je vais dire. C'est légèrement pensé, mais d'un point de vue quand même architectural, c'est quand même plus recherché. En plus de ça, cette PS4, elle nous rappelle un petit peu, et ça je pense que c'est pas fait exprès, et c'est fait exprès, pardon, elle nous rappelle la PS2. Et ouais, quand vous la mettez sur un socle et que vous la regardez un peu de 3/4 de côté, mettez une PS2 fat à côté ou une PS2 à côté, et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances là-dessus. Après, effectivement, le fait d'avoir fait une forme, on dit comment, trapézoïdale, je crois. Oui, c'est ça qu'on dit, hein, vous voyez, en oblique, ça plaira pas à tout le monde, parce que ça, je suis d'accord avec vous tous, le fait, quand on la voit de côté, elle est pas top, quoi. Le fait qu'elle soit, on dirait on dirait que vous avez posé un livre sur l'un sur l'autre et que vous avez glissé, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pas top. Mais de devant, avec ce petit, le haut là, vous avez le haut avec le PS4 sur la droite. Ensuite, vous avez les connectiques avec l'USB, je crois. Enfin, j'ai pas les photos devant les yeux, mais je vous les mettrai dans le montage. Et puis on retrouve la même barre en bas. Je trouve que c'est bien recherché. Après, il faut voir, est-ce que les connectiques vont être accessibles? Parce que on peut cracher sur le design de la Xbox One, mais l'avantage que ça peut présenter, un design comme ils ont choisi Microsoft, c'est d'avoir des connectiques très accessibles. Là, est-ce que le fait du design ne va pas, de la PS4, ne va pas l'embêter au niveau de, par exemple, quand on va devoir mettre un câble USB, du fait qu'il n'y ait pas de système anti-occasion, ben, voilà. Et puis, un autre avantage également, je ne sais, par contre, je ne le sais pas pour le Xbox One, donc je ne l'ai pas mis, c'est que la PS4 a été conçue conjointement avec des développeurs. Et ça, c'est un gros avantage comparé même pas à la Xbox One, mais comparé par exemple à la PS3. Savez-vous que la PS3 au départ, ils ont Sony, hein, attention, Sony avait la grosse tête à l'époque. Sony a envoyé des kits de développement PS3 en japonais. Et les mecs, donc les développeurs devaient apprendre d'abord le japonais pour ensuite développer. What the fuck, quoi. Je veux dire, les mecs, ils se prenaient trop pour les centres du monde, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien que la PS4 ait été, conçue conjointement avec des développeurs. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la programmation est plus facile, et ça a été prouvé et argumenté, hein. Plusieurs développeurs ont dit que c'était beaucoup plus facile de développer sur PS4 que sur PS3, et donc ce qui veut dire que on n'aura plus ce système d'inférieure version ou etc. Et là on pourra vraiment voir quelle console s'en sort le mieux là-dessus. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà un petit peu pour moi les points positifs et négatifs de chaque console, ce qui m'a marqué moi personnellement. Et puis bah ça, ce sont des choses qui se sont avérées, hein, je me suis renseigné là-dessus. Donc ce que je vous dis, c'est pas du bullshit, c'est vraiment ce qu'il en est ressorti de toutes ces conventions. Alors j'ai pas la prétention d'avoir tout listé, hein, parce que la vidéo elle aurait duré beaucoup plus longtemps, mais au moins moi c'est des choses qui m'ont marqué. Voilà. Donc je vais passer un petit peu aux questions qui me taraudent un peu. C'est la connexion obligatoire est-elle si gênante que ça? Alors, j'ai envie de dire, la connexion obligatoire, le souci, c'est pas d'être connecté. Parce que effectivement, aujourd'hui, on est déjà tous connectés à nos pages Facebook, nos Twitter, et même sans parler de ça, quand vous ouvrez votre PS3 ou votre Xbox, la première chose que la console fait, c'est de se connecter directement en live. Donc là, c'est pas vraiment là le souci qui me dérange, moi. Le souci qui me dérange, c'est le fait de ne pas pouvoir jouer offline, donc si on ne connecte jamais sa console. Et ça, c'est quand même, pour moi, un gros point négatif. Parce que, je suis désolé, si demain j'ai pas envie d'être connecté, de ne pas avoir internet chez moi, c'est mon droit, mais quand j'achète un jeu, c'est mon droit de pouvoir y jouer.
Voilà. Et là, on nous empêche donc, si on n'a pas Internet, de ne pas y jouer. Je vous rappellerai juste à titre d'information, j'ai pris ces sources-là sur franceinfo.fr, donc c'est pas n'importe quoi. C'est que les infrastructures en France, elles sont pas celles des États-Unis, hein. Donc ça vous le savez tous. Mais savez-vous combien de millions de personnes en France sont connectées à Internet? Je pense que vous êtes étonnés. Il y a que 38 millions de personnes connectées à Internet. Parce que dans tout ça, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas, et il y a des gens qui, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, qui ne veulent, qui ne peuvent pas, et ouais, qui ne veulent, oui, c'est tout. Voilà, il y a ces deux grands types de personnes voilà. Donc, on est 38 millions d'internautes en France, ça représente 2% des internautes mondiaux quand même. Et il faut savoir qu'en France, on est quand même une population de 61-62 millions de personnes, si c'est pas un peu plus. Et franchement, je trouve ça un peu osé de nous balancer une co obligatoire, parce que beaucoup de gens achètent des consoles, généralement quand on prend le cas de parents, par exemple, pour acheter des consoles pour les enfants, ils ne veulent pas que la console soit connectée. Voilà. Donc là, ça va poser un gros souci quand même à Microsoft là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'également, après c'est un ressenti moi que j'ai, c'est que cette connexion obligatoire, d'autres vont me dire ouais mais Cal, t'as rien compris. Alors bon, je vais leur dire pourquoi. T'as rien compris, ils ont fait ça pour lutter contre le piratage. Soit, ok, je veux bien. Mais moi en même temps, j'ai l'impression d'être pris pour un voleur. Le fait qu'on se fasse contrôler tous les 24 heures, j'ai envie de dire, on est pris pour un voleur. Encore, j'ai envie de dire, je veux bien qu'on se connecte une fois pour prouver qu'on a acheté le jeu, que c'est identifié, etc. Une fois, je veux bien. Mais tous les 24 heures, c'est trop... c'est trop contraignant, tout simplement. Et puis, j'ai franchement cette impression que aussi qu'on n'est plus maître de sa console, qu'on a payé quand même, et de son jeu qu'on a payé plein pot. Donc les jeux n'en montrant pas d'ailleurs, hein, sont à 70 €. Enfin, c'est déjà pas mal, il y en a qui se réjouissent, moi je me réjouis pas. Je trouve ça toujours trop cher, même si certains jeux sont trouvables aujourd'hui pour 50, 55 €. Enfin 55 € plutôt. Voilà quoi. Demain, ça sera 70 € le prix des nouveautés, faut pas se leurrer. Donc, c'est vraiment ce sentiment-là aussi qui me taraude, moi, le fait d'être contrôlé par Microsoft et le fait d'être pris pour un voleur. Ça, c'est aussi il y a une donnée à prendre en compte, qui, moi, dans la connexion obligatoire, me dérange. Et je pense que des personnes qui vont dire, ouais, mais Cal, pour le piratage, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Déjà, moi, je suis pas ingénieur chez Microsoft ou Sony, mais j'ai envie de dire... je pense qu'il y avait d'autres moyens pour Microsoft de lutter contre le piratage. Voilà, tout simplement. Peut-être, je sais pas, avec une fois et une unique fois de se connecter, on aurait une idée unique sur le jeu. Enfin, j'en sais rien. Il y a des milliers de choses à faire et je suis pas ingénieur. Voilà. Mais tout cela, je trouve que c'est négatif. Pourquoi c'est des points négatifs, la connexion obligatoire? Parce que ça ne va pas pour le joueur. Ça va pour les entreprises, pour les développeurs, pour Sony, pour Microsoft, pour EA, enfin Electronic Arts, pour tous ces grandes entreprises-là. J'ai l'impression que la Xbox One est faite pour ces gens-là et pas pour nous joueurs. C'est quand même un peu hallucinant, moi je trouve, que on en arrive à une telle extrémité comme ça. Donc voilà les amis. Ouais, je vous ai dit ça. Donc, moi, j'espère juste une seule, c'est que Microsoft va revenir sur ses décisions. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans le bon sens, tout simplement. Ça, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas dans le sens du joueur. Et ça, moi, j'espère juste que Microsoft va revenir sur ses décisions. Voilà. Donc, je vais aborder la deuxième question, attendez, que je m'étais dit. Donc, le Kinect, est-ce que c'est une véritable plus-value ou un espion caché? Voilà, parce que le Kinect, la grosse... Alors,
j'ai envie de dire, avant de parler du Kinect 2.0, regardons le Kinect d'aujourd'hui. Le Kinect d'aujourd'hui, c'est pour moi une vraie avancée, quoi. C'est franchement une vraie avancée, quoi qu'on en dise. Jouer à des jeux comme Call of Eden, par exemple, et puis jouez-y au Move avec la PS3, et puis vous verrez la grosse différence d'immersion. Un jeu comme Call of Eden, pour moi, rien que ce jeu mérite l'achat du Kinect, parce que ce jeu vous met totalement dans l'ambiance. Donc pour moi, Microsoft a créé quelque chose pour moi d'exceptionnel avec le Kinect. Attention, il est permissif ce système. Il n'est pas encore très au point. Et je pense qu'il le sera beaucoup plus avec le Kinect 2.0. Ça c'est une évidence. Mais USB, est-ce que le fait de devoir viser comme ça entre les deux, ça va pas nous gêner pour vraiment bien mettre le câble USB? C'est une question quand même à se poser. Voilà, même si au niveau du design, c'est quand même plus recherché que la Xbox One, il faut pas oublier non plus le côté fonctionnel de la chose, et est-ce que ça va pas, le design ne va pas desservir la fonctionnalité. Ça, on le saura que quand on aura la console devant les yeux. Est-ce qu'on pourra passer une main dans cet interstice entre les deux? Je ne sais pas, on verra. À mon avis, ça me paraît un peu court, mais on verra ça. Mais quoi qu'il en soit, le design, en termes purs et durs, pour moi, il n'est pas lisse. Il représente quelque chose. Et j'ai envie de dire, il donne un petit peu cette cote, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette petite cote d'amour, et qu'on aime ou pas la PS4, enfin le design de la PS4, force est quand même de constater qu'elle suscite quand même une réaction. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas de la Xbox One, qui reste en gros un rectangle, quoi. Voilà, tout simplement. Sans vouloir, franchement, encore une fois, sans vouloir faire le troll, quoi. C'est simplement moi ce que je ressens et ce que j'ai pu voir quand ça a été présenté. En termes de points négatifs pour la PS4, là, par contre, ça va être le contraire de la Xbox One. Eh oui, parce que le design qui a été choisi, c'est un design quand même assez typé gamer. Il faut pas se voiler la face. Alors, l'intégration dans un salon, par exemple, elle va être très moyenne, parce que forcément, on va voir tout de suite que c'est une console de jeu. Alors, bon, je suppose que Sony a voulu montrer que c'était une console de jeu, mais justement, ça peut être aussi un frein, parce que la plupart des gens, ils veulent que tout, enfin que ils veulent que tout soit intégré et autres. Est-ce que ça ne va pas trop jurer avec les autres accessoires, équipements de la maison? Ça va dépendre. Vous allez me dire enfin, tu vas me dire, ça va dépendre de chaque intérieur de personne. Ok, mais d'une façon générale, quand même, ça risque quand même de jurer comparé à la Xbox One. Donc voilà, voilà un petit peu moi ce que j'ai ressenti sur ce design de la Xbox One et de la PS4. Et encore une fois, c'est moi ce que je ressens. C'est ça que je vais vous faire partager. Ensuite, j'ai envie de dire, en termes de design pur, voilà, il faut être clair et net, c'est la PS4 qui va s'en sortir parce qu'elle évoque quelque chose. Moi, elle m'évoque quelque chose, elle me donne envie. Voilà, tout simplement. Elle me donne envie d'acheter la console parce que je la trouve jolie, mais ça c'est personnel. Moi je la trouve jolie. Mais je trouve qu'elle évoque quelque chose. Et rien que le fait qu'elle évoque quelque chose, du dégoût ou de l'amour, peu importe, mais elle évoque quelque chose. Et je trouve que la Xbox One n'évoque rien. Et donc, du fait de son design trop fade. Et de ce fait-là, moi, pour ce match, on va dire, du design, je donnerais le point, on va dire, un petit peu à la PS4. Enfin, je vais pas essayer de faire de points, mais voilà, oui, je donnerais un léger avantage à la PS4 là-dessus. Voilà, je pense qu'on a assez parlé du design, c'est une chose importante dans une console de jeu, faut pas l'oublier, mais ça va faire quoi, 11-12 minutes qu'on est dessus. Je pense que on a fait un peu le tour de ce que nous intéresse nous gamers, si tant est que je suis un gamer, j'espère quand même, mais voilà, c'était juste un petit tour d'horizon vite fait là-dessus.
Maintenant, on va passer un petit peu aux différentes caractéristiques des consoles. Alors c'est pas encore une fois, je vais pas vous parler de teraflop, etc. Non, je suis pas là pour vous faire un résumé, j'ai envie de dire technique de la chose, mais simplement des points très importants qui vont nous intéresser nous quoi, et pas de la branlouillette intellectuelle. Ah, je me suis répété 2 fois, j'ai bugué, pardon. Donc voilà. On va donner encore l'honneur à la Xbox One. On va toujours commencer Xbox One PS4. Donc, première chose, moi chose qu'on a appris suite à l'E3, c'est son prix, donc 499 €. À première vue, il y aura qu'un seul pack. Alors ça va comprendre de la console, bien évidemment, une manette, le Kinect 2.0. Et il me semble, alors je ne sais pas, mais il me semble quand même un câble HDMI, mais j'en suis pas sûr. Donc ça, vous me reprendrez dans les commentaires. Faut savoir également que il me semble que le disque sera amovible. Ça, j'ai pas eu l'information, mais si on se base sur ce qu'ils ont fait avec la Xbox, la Slim, pardon, la Slim 360, le disque était amovible, c'est-à-dire vous pouviez retirer, remettre un disque dur de plus grande capacité. Mais toutefois, attention quand même, parce que c'est un format propriétaire, et là, vous êtes obligé d'acheter plus ou moins ce que Microsoft met à disposition, nous met à notre disposition. Voilà. Au niveau des manettes, j'ai regardé pareil, j'ai pas trouvé les prix, mais je sais que j'ai regardé sur le site de Micromania. Aujourd'hui, une manette de 360, c'est 44,99 €. Alors oui, vous allez me dire, oui, enfin tu vas me dire, on peut en trouver une moins chère. Oui, ça je veux bien, il y a aucun problème. Mais on va dire, voilà, j'ai pris différents prix là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, c'est comment dire, c'est une base en fait, tout simplement, pour vous expliquer. Après, je vais venir un peu à différents sujets. Hein. Donc après, il y a le live aussi. J'ai appris que normalement le Gold, donc qu'on a aujourd'hui, l'abonnement ne devrait pas bouger. Malgré ce qu'on a pu entendre à droite, à gauche, l'abonnement devrait rester à 60 €. Je dis bien devrait parce qu'on n'a pas eu confirmation de la chose par Microsoft, mais devrait rester à ce prix. Et j'ai envie de dire, c'est très bien qu'il reste à ce prix parce que je trouve que c'est un prix juste. Et quand vous cherchez bien, vous pouvez toujours trouver moins cher. Mais c'est un prix juste. Et en plus de ça, Microsoft évolue dans l'offre, puisqu'ils vont nous proposer, au fur et à mesure du temps, 2 jeux. J'espère que ça s'étoffera un peu plus, parce que j'ai envie de dire, les gagnants là-dedans, c'est nous, joueurs. Et j'ai envie que demain, ce ne soit pas 2 jeux, mais comme sur le PSN+, qu'on nous offre 5, 6 jeux. Voilà. Et pas des jeux d'il y a 5-6 ans, mais des jeux assez récents, on va dire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi j'applaudis quand même Microsoft d'avoir fait évoluer son offre sur le live, parce que certes, vous avez pu voir les différents jeux qui vont nous proposer, ils sont assez vieux aujourd'hui, mais encore une fois, Sony, quand il a lancé son PSN+, pareil, ils ont proposé des jeux qui n'étaient pas de première fraîcheur. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, laissons Microsoft nous proposer cette nouvelle offre, et je trouve que c'est bien pour les joueurs, parce que nous, joueurs, on va avoir accès à plus de contenu, et ça, intégré dans notre prix de base, et ça, c'est très bien. Voilà. Alors là, on va aborder, j'ai envie de dire, une possibilité qui, je trouve formidable dans l'Xbox One, c'est la possibilité de faire un live donc via Twitch, directement via sa console Xbox One. Donc ils ont fait je crois un partenariat avec Twitch, hein, et donc vous allez pouvoir lancer un live directement sur votre console. Ce que je trouve honnêtement une super idée, parce que ça va permettre à ceux qui n'ont pas des boîtiers d'acquisition ou autres de pouvoir faire des lives et de pouvoir proposer. Maintenant, est-ce qu'il y aura une restriction due à ces lives? Aux dernières nouvelles que j'ai pu me renseigner, je ne suis pas non plus expert en la matière, et corrigez-moi dans les coms si j'ai faux, mais de ce que j'ai pu me renseigner, le live n'aurait pas de limite en fait. On pourrait liver comme on veut, et ça c'est franchement très bien.
Après, on va passer sur des choses qui vont fâcher un petit peu plus, qui vont nous fâcher un petit peu plus. Ça va être la connexion obligatoire. Alors, la connexion obligatoire, ça c'est quand même un gros moins. Et j'ai envie de dire, je vais revenir un petit peu après parce qu'il y a des questions qu'on va pouvoir se poser et on va voir, je vais développer un petit peu plus loin la connexion obligatoire parce que la connexion obligatoire, il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus et franchement j'ai envie de faire les choses bien, donc on le fera autrement. Donc cette connexion obligatoire, elle va imposer une condition et qui va être un point négatif, c'est que le jeu offline, il faut au bout de 24 heures, c'est fini. Voilà. Donc votre console de jeu ne sera plus une console de jeu. Y a pas un souci là? Je ne sais pas, mais bref. Encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Un autre point négatif, bien évidemment, que tous les joueurs, va au cœur de pratiquement beaucoup, enfin au cœur de beaucoup de joueurs, c'est quand même l'occasion. Qui n'a pas acheté un jeu d'occasion Qui n'a pas une fois dans sa vie, je veux dire, acheté un jeu d'occasion? Tout le monde, enfin, je pense, tous les gamers ont acheté une fois dans leur vie un jeu d'occasion. Là aujourd'hui, on nous met un système donc qui nous permet pas de faire de vente de particulier à particulier. Certes, Microsoft nous dit qu'on pourra toujours revendre, échanger nos jeux, mais uniquement chez certaines enseignes. Donc apparemment, il me semble que Micromania aurait été contacté et approché pour faire cette mise à zéro. Enfin, je crois que c'est une mise à zéro. Enfin, quand vous enregistrez votre jeu au départ via la connexion obligatoire, je crois qu'il vous enlève de la base et comme ça vous pouvez revendre le jeu. Donc, mais ce que ça impose de ce système anti-occasion, c'est que la vente à particulier, malheureusement, j'ai envie de dire, on oublie. Et j'ai envie de dire, quand on connaît Micromania, on sait déjà que les prix ils sont pas donnés, que ça soit en occasion ou en neuf. Alors si en plus demain on va nous mettre une taxe plus le jeu d'occasion, ça va. Moi, ce que j'ai peur dans tout ça, enfin ce que j'ai peur entre guillemets, c'est que ça tire les prix vers le haut et que ça devienne un petit peu l'apanage de certaines personnes qui ont les moyens. Moi, je suis désolé, le jeu vidéo fait partie de la culture et la culture doit être possible, doit être possible à tout le monde. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Alors là, j'en vois quelques-uns qui disent ouais, mais Cal, attends. Il y a quand même des possibilités de donner ton jeu. Oui, certes, mais encore une fois, ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi Microsoft a pris la décision, parce que ça, faut savoir que vous pouvez le faire, donc peut-être en vente de particulier à particulier, ça pourra se faire, c'est-à-dire que vous pourrez donc céder votre jeu à un ami, si une fois, hein, vous pourrez le faire juste une fois, ça, mais vous pourrez céder votre jeu à un ami ou à une connaissance, mais seulement s'il fait partie de votre liste d'amis depuis 30 jours. Donc imaginez-vous, si vous revendez un jeu d'occasion, le mec il vous l'achète, ok, et le mec il doit attendre 30 jours avant qu'il puisse jouer. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi encore qu'ils mettent cette policy une fois. Je veux bien. Encore ça, je veux bien l'accepter de Microsoft. Ok, je veux bien l'accepter, ils ont pris cette décision-là, ok. Mais pourquoi mettre cette limite de 30 jours? Franchement, c'est totalement, je trouve, totalement un peu n'importe quoi pour moi. Bon, il y a autre chose qui me dérange moi, parce que moi, vous le savez tous, je suis un joueur qui fait de l'import, et la console sera zonée. Alors, alors, certes, ça va pas. Enfin, c'est la console ou les jeux, j'en sais rien. À première vue, je pense que ça sera comme peut-être sur la 3.6, ce sera peut-être les jeux, et je l'espère, parce que ça voudrait dire que les éditeurs pourraient faire des jeux à la jeune free, et donc qu'on puisse en profiter tout le monde. Mais on va prendre la pire des hypothèses, c'est qu'ils zonent carrément la console. Parce que ça, c'est la pire des hypothèses, c'est zoner la console. Et donc de ne plus pouvoir faire des jeux en region free. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un gros désavantage pour la Xbox One. Parce que
Moi, ça va m'imposer, si j'ai encore envie vite de jouer à des jeux japonais, d'avoir deux Xbox One, on est bien d'accord. Donc d'être deux fois plus ultra connecté, d'avoir deux Kinect à chaque fois. Enfin, ça commence à faire un peu lourd, quoi, je trouve. Sans compter, bon... alors, certains vont dire, ouais, mais Cal, attends, t'as déjà une Xbox, t'as déjà une 3.6 Jap, t'as déjà une 3.6 PAL, pourquoi toi ça te dérangerait? Bah, je dis simplement, c'est que oui, certes, si je jouais vraiment à des jeux Jap, je me reprendrais une One japonaise, mais le truc, c'est que moi, j'ai aussi envie de faire un peu des économies de temps en temps, quoi. Et je suis pas le seul, hein. Je pense que tous les joueurs qui font de l'apport vont quand même penser à ça, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même pour moi un gros défaut aussi de la Xbox One. Alors, par contre, dans ces différentes choses, attendez, je bois un coup parce que j'ai soif. Hein. Dans toutes ces choses négatives, on peut dire, il y a aussi une chose positive qu'il faut voir. C'est que le fait de pouvoir, par exemple, tu vas aller chez un pote et tu vas dire, bah tiens, Marcel, je sais pas qui, bref, ton pote, et tu vas dire, tiens, je vais te faire essayer un jeu. Et donc vous allez prendre votre compte, pouvoir vous connecter chez lui s'il a une Xbox One, et donc tu vas pouvoir jouer directement à toute ta ludothèque. Oh, ça c'est franchement bien, quoi. Honnêtement, pouvoir faire essayer à un pote tous ces jeux, ça c'est génial, je trouve. Franchement, ça c'est bien. Après, effectivement, le bémol, c'est si le pote il veut jouer avec toi, ben il peut pas, parce que une fois que tu t'es déconnecté de sa console et de ton compte, c'est clac, c'est mort, c'est enterré. Donc voilà, voilà, je pense qu'on a fait un gros tour, j'ai envie de dire, sur la Xbox One. Alors j'ai envie de dire les questions, parce que c'est les questions qui me sont venues à l'esprit, parce que j'ai un peu préparé le truc. Les questions qui me sont venues à l'esprit quand j'ai fait ça, c'est est-ce que la connexion obligatoire est-elle si gênante que ça? J'y répondrai après le développement que je vais avoir sur la PS4. Le Kinect, véritable plus-value ou espion caché, parce que oui, ça c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Et on finira, enfin je finirai par finalement choisir quoi, PS4 ou Xbox One. On verra, on expliquera les choix. Donc, les deux autres questions, connexion obligatoire est-elle si gênante que ça, et le Kinect, véritable plus-value ou espion caché, je vais revenir après la PS4. Donc, la PS4 maintenant. On va faire pareil que la Xbox One. Le prix, c'est 399€, donc 100€ moins cher que la Xbox One. On ne sait pas pour le moment s'il y aura plusieurs packs, parce que sur le pack de base, il faut savoir qu'il y aura une manette, un casque, un câble HDMI et un câble USB. Bien évidemment, cordon d'alimentation, etc., etc. Voilà. On ne sait pas si derrière il y aura plusieurs packs pour, par exemple, une deuxième manette et la caméra. Parce que la caméra, qui ressemble très fortement au passage au Kinect 2.0, elle sera vendue 49€ à part. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Cal, attends, un Kinect aujourd'hui, enfin à l'époque c'était quoi, 99, 120€, et là ils nous mettent une cam à 49€. Est-ce que ça va être la même qualité? J'ai envie de dire, là on sait pas. Encore une fois, sur le papier, on peut tenter de dire oui, parce qu'il me semble que les deux font du Full HD, donc ça c'est bien. Après on le verra vraiment. Autre chose que j'ai oublié de préciser, pardon, sur la Xbox One, c'est que le Kinect était obligatoire d'être branché. Ça aussi, c'est un gros point négatif. Ce qui ne l'est pas sur la PS4, puisque vous pouvez, la cam ne sera pas obligatoire. Donc ça, c'est aussi un point positif pour la PS4. C'est pas négligeable honnêtement. Hein. Voilà. Le disque dur, il sera amovible de ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, est-ce que Sony va garder le même système que la PS3, à savoir un disque dur de 2,5 et que vous changez le disque dur, j'en sais rien. Donc ça je sais pas, ou est-ce qu'ils vont prendre un SSD, enfin ça m'étonnerait un SSD quand même, je sais pas, mais la question mérite d'être posée et d'y répondre, parce que ça vous permet d'augmenter quand même la capacité mémoire de la console, et c'est pas rien.
Après, au niveau des accessoires, on a su qu'une manette coûterait 59 € et une caméra 49 €. De mémoire, je crois que c'est les mêmes tarifs aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, là, il y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Alors par contre là, gros point négatif, enfin point négatif, pas gros point, mais point négatif quand même pour la PS4 qu'on a appris, qui nous ont collé ça en douceur après les grosses annonces de grosses annonces qu'ils ont fait, c'est que le PSN Plus sera obligatoire pour jouer en live. Alors, il y a différentes choses qu'on peut dire là-dessus. On va commencer par les avantages. L'avantage, c'est que vous aurez accès, si vous avez un abonnement PSN+, et que, si par exemple vous avez une Vita, une PS3, une PS4, vous aurez accès au PSN+, sur ces 3 consoles. Donc c'est quand même pas rien, il faut quand même pas le négliger. Et, j'ai envie de dire, ça donne plus de contenu aux joueurs, et ça c'est bien, parce que ça va dans le sens joueur, et c'est ça que j'aime bien. Maintenant, au niveau du prix, quand ils annoncent moins de 5 $ par mois, faut savoir qu'aujourd'hui, un abonnement PSN+, c'est exactement la même chose. Et je pense que Sony va reprendre les mêmes les mêmes formules, à savoir 4,99 € par mois, mais non pas sur 10 mois, sur 12 mois, mais sur 10 mois. Ce qui vous fera 49,90 € à l'année. Après, aujourd'hui, on connaît le PSN, on connaît la qualité du PSN, qu'il est ce qu'elle est. Bon, c'est gratuit, on va me dire, mais voilà, il est ce qu'elle est. J'espère que quand on paiera le PSN+, le live sera de meilleure qualité. Notamment moi qui joue sur du Street Fighter, par exemple, j'ai pu me remarquer quand même. Et ça, c'est pas du troll ou quoi que ce soit envers Sony, mais c'est des faits avérés. C'est que quand vous jouez sur un Street Fighter sur Xbox 360 et sur PS3, pas l'impression, mais l'expérience de jeu n'est pas du tout le même, parce que sur Xbox, moi j'ai jamais eu aucun souci pour rejoindre une session, faire des combats et tout. J'ai pas eu de lag ni rien, ce qui n'est pas le cas sur la PS3 où j'ai souvent des lags, des difficultés à me connecter. Donc je dis ok, je veux bien payer le PSN Plus aujourd'hui, enfin demain qui sera obligatoire, un peu comme a fait Microsoft avec son Xbox Live, mais mon coco de Sony, t'as intérêt à ce que tes serveurs ils tiennent le pavé, quoi. Là, je pense qu'on peut répondre un petit peu oui, parce qu'ils ont racheté Gakkai. Et donc, je pense que là, je pense que tout ça est lié, en fait. Je pense que ça va proposer quand même quelque chose de qualité. Gakkai, c'est pas non plus de la merde, hein. Faut pas déconner. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, les 2 grosses annonces qui sont ressorties, je dirais même les 3 pour moi, mais les 2 grosses qui sont ressorties de cette E3, c'est quand ils ont annoncé, parce qu'il faut bien avouer que la conf était au départ un peu ennuyeuse de chez Sony, quand ils ont annoncé pas de co obligatoire, donc ça c'est très bien, pas de connexion obligatoire, ça c'est très bien, parce que ça veut dire que vous pourrez jouer en offline sans problème. Et ça, c'est un gros avantage. Enfin, c'est pas un avantage, mais c'est une chose qui... Non, je dis n'importe quoi. Ce n'est pas un avantage, mais ils ont laissé les choses telles quelles. Moi, ce qui m'a un peu halluciné, c'est que les gens qui se sont levés, ils ont applaudi comme si Sony avait fait un truc extraordinaire. Sony n'a rien fait d'extraordinaire, ils ont juste gardé les bases d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas extraordinaire de faire un truc comme ça. Bref, donc déjà, ce que j'ai dit là, c'est aussi valable pour ce que je vais annoncer après, hein. Donc pas de connexion obligatoire, donc ça c'est bien, parce que ça nous oblige pas à faire quelque chose. Encore une fois, je vais revenir un petit peu dans la connexion obligatoire, mais quand on oblige des gens à faire certaines choses, cela est dérangeant, parce que pour moi ça cache quelque chose. Quand on n'oblige pas de faire des choses, de faire des choses à des gens, c'est que on nous laisse notre libre arbitre. Aujourd'hui, vous avez votre libre arbitre sur le PSN et sur le Xbox Live d'être connecté ou non et de pouvoir jouer sans problème. Demain, on n'aura plus le choix sur la Xbox One, ce sera obligatoire connecté, et enfin au moins une fois tous les 24 heures, et sur le PSN, on pourra jamais se connecter et pouvoir quand même jouer. Donc ça, c'est quand même un avantage pour Sony.
Après, gros tollé qui est remonté, c'est quand même c'est pas de système anti-occasion envers la console. Mais attention toutefois, j'ai envie de dire, il faut quand même moduler un peu ça. Pourquoi? Parce que Sony a dit, certes, pas de système occasion, on pourra toujours jouer avec des jeux d'occasion, ce que au passage est possible aussi avec une Xbox One, hein, bien sûr en payant, mais on pourra toujours jouer à des jeux d'occasion. Mais ce qui est là, la petite subtilité, c'est qu'ils ont dit qu'ils laissaient le choix aux éditeurs. Voilà, de faire payer ou pas. Et là, ça peut être un souci. Parce qu'effectivement, si tous les éditeurs se mettent demain à faire un système anti-occasion, que la console en soit équipée ou pas, on l'aura dans l'os dans tous les cas. Donc là, c'est quand même un peu à moduler, la frénésie de certains là-dessus. Donc voilà. Donc, mais c'est que ça reste quand même une très bonne nouvelle. Enfin, ça reste pas une très bonne nouvelle. Enfin, ça reste une bonne nouvelle qu'ils ont pas fait de système anti-occasion. C'est surtout ça. Moi, ce qui m'hallucine un petit peu aujourd'hui aussi, c'est de voir qu'on ne choisit pas aujourd'hui la meilleure console, mais qu'on choisit la console qui va nous proposer le moins de contraintes. Et ça, c'est dommage, parce que nous sommes des joueurs. Quand je dis nous, c'est tous ensemble. Nous sommes des joueurs et on est là pour jouer. On n'est pas là pour se demander si ou là. Bref. Autre point qui me tient énormément à cœur, c'est qu'il n'y aura pas de zonage. On commence à avoir l'habitude, hein, je crois que depuis la PSP n'avait pas de zonage, il me semble. Oui. Depuis la PSP, il y a pas de zonage sur les consoles Sony. Donc ça c'est bien, franchement ça c'est un gros point positif pour moi qui fais de l'import. Encore une fois, je suis très content qu'il n'y ait pas de zonage sur les consoles Sony. Après, est-ce que les éditeurs ne vont pas zoner les jeux? Ça va être une grosse question. Quand même, parce que le seul jeu à l'heure d'aujourd'hui qui me semble qui est zoné, c'est Persona 4 Arena sur PS3, je parle. Et donc, on a dû attendre, je crois, plus d'1 an en Europe pour avoir le jeu sortir chez nous. C'est quand même dommage d'avoir mis en place ce tel système. Donc, il y a aussi à voir, c'est que de la vente de particulier à particulier sera toujours possible.